Bonjour, voici donc une séquence sur les développements limités en 4 vidéos. Dans la première partie, j'explique d'où viennent les développements limités, comment on les démontre et on détermine quelques développements limités de fonctions visuelles. Dans la deuxième partie, nous appliquons les opérations ainsi que la dérivation et l'intégration pour obtenir d'autres développements limités de fonctions un petit peu plus évoluées, on va dire ça comme ça. La troisième partie est consacrée à la résolution d'exercices d'entraînement et la dernière partie aux applications au tracé de courbes. Alors, tout d'abord, à quoi servent les développements limités? Eh bien, elles servent à approximer avec des polynômes une fonction au voisinage d'un point donné. Voilà. Donc, autrement dit, c'est une approximation polynomiale d'une fonction un petit peu plus complexe avec des logarithmes, des exponentielles, sinus, cosinus, donc au voisinage d'un point donné. Alors, ça va nous servir à lever des formes indéterminées lorsqu'on calcule des limites, aussi à tracer plus précisément la représentation graphique de fonctions. Et enfin, en physique, on s'en sert également pour simplifier nombreux problèmes, dont la résolution d'équations différentielles. Vous pourrez retrouver ça dans la vidéo sur les limites, vidéo de première année, la partie 3, est consacrée justement à la simplification d'une équation différentielle à l'aide d'équivalents, donc de développement limité. Voilà, alors ensuite, nous calculerons dans cette vidéo quelques développements limités de fonctions usuelles. Alors, à quoi servent les développements limités? Je viens de vous en parler. Maintenant, comment obtenir ces formules de développement limité? Eh bien, c'est le théorème des accroissements finis qui permet de les démontrer. Pour en avoir une démonstration qui est un petit peu longue, je vous réfère au site BibMath ou Exocet. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que le théorème des accroissements finis? Eh bien, il est à l'origine du tableau de variation d'une fonction. Pour construire un tableau de variation de fonction, vous savez que vous cherchez le signe de la dérivée. Si la dérivée est positive, alors la fonction est croissante. S'il est négatif, alors elle est décroissante. Donc c'est ce théorème des accroissements finis qui est derrière cette petite démonstration. Alors, soit f, une fonction continue sur un intervalle fermé AB est dérivable sur un intervalle ouvert AB. Il existe alors C éléments de l'intervalle ouvert AB tels que f' de C est égal à f de B moins f de A sur B moins A. Alors, sur le schéma ci-dessous, vous avez la représentation graphique de la fonction f de x sur un intervalle AB. Ici, je vais appeler grand A et grand B les points de coordonnées respectives A, f de A et B, f de B. Et en fait, que vous dit ce théorème? Eh bien, il vous dit qu'il existe un point C sur la courbe pour lequel la tangente est parallèle à la droite AB. Je vous rappelle que f de B moins f de A sur B moins A, c'est le coefficient directeur ou la pente de la droite AB, et f' de C, c'est la pente de la tangente à la courbe au point d'abscisse C. Donc c'est bien cela graphiquement que nous obtenons, c'est-à-dire il existe un point sur la courbe, un point grand C sur la courbe pour lequel la tangente est parallèle à la droite AB. Alors en physique, on peut interpréter ça avec les vitesses. Par exemple, si vous avez un mobile qui va du point A au point B, eh bien il existe un instant T pour lequel la vitesse instantanée du mobile sera égale à la vitesse moyenne de ce mobile sur l'intervalle de temps AB. Alors vous pouvez aussi, grâce à ce théorème des accroissements finis, si cela vous amuse, démontrer le petit théorème suivant. Eh bien, si f' de x est positif ou nul pour tout x dans l'intervalle grand I qui est inclus dans l'ensemble de définitions de f, alors f est croissante sur l'intervalle grand I. Voilà, c'est une petite démonstration qui n'est pas trop compliquée. Donc, je vous la soumets. Si vous voulez, vous pouvez m'envoyer vos brouillons. Alors maintenant, passons à la formule, au théorème de Taylor. Donc, à partir de ce théorème des accroissements finis, on démontre la formule suivante. Si f est n fois dérivable sur l'intervalle fermé AB, et si la dérivée d'ordre n plus 1 de f existe sur l'intervalle ouvert AB, alors il existe un élément C de l'intervalle ouvert AB tel que f de B égale, je vous laisse lire la formule, donc f de A plus B moins A f' de A,
plus b-a au carré sur factoriel de 2 fois f seconde de a, plus b-a au cube sur factoriel de 3 fois la dérivée de f, la dérivée d'ordre 3 de f en a, plus etc., tous les termes à l'intérieur des petits points, ça veut dire qu'on continue, jusqu'à b-a puissance n sur factoriel de n fois la dérivée d'ordre n de f en a, et enfin, plus le dernier terme, b-a puissance n plus 1 sur factoriel de n plus 1 fois la dérivée d'ordre n plus 1 de f en c. Donc ici, en fait, ce dernier terme, on l'appelle le reste du développement d'ordre n en a. Et la partie précédente, on l'appelle développement de Taylor d'ordre n en a, ou encore, on peut l'appeler aussi partie régulière du développement limité d'ordre n en a. Donc le développement limité d'ordre n, je le note, grand D, grand L, indice petit n, qui est l'ordre jusqu'auquel on effectue notre formule. Alors, donc ici, si vous regardez un petit peu cette partie régulière, si je l'arrête à l'ordre 1, ici, d'accord, donc jusqu'à la dérivée d'ordre 1, j'obtiens l'équation de la tangente à la courbe représentant f au point d'abscisse A. Et si je regarde maintenant, si j'ajoute le terme suivant, j'obtiens un polynôme de degré 2 et il s'agit ici de la partie régulière du développement limité d'ordre 2 en A. Alors le reste, eh bien le reste, vous allez voir que nous n'allons pas vraiment nous en servir. Alors, cas particulier, si on pose dans cette formule a égale 0 et b égale à x, on obtient f de 0 plus x moins 0 fois f' de 0 plus x moins 0 le tout au carré sur factoriel 2 fois f seconde de 0, etc., jusqu'à le terme de degré n. Donc là, il s'agit de la partie régulière du développement limité d'ordre n en 0, de la fonction f, bien sûr. Et le dernier terme, il s'agit du reste. Eh bien, si vous regardez bien dans ce reste, on peut factoriser par x puissance n. Donc on va obtenir x puissance n fois x sur factoriel de n plus 1 fois la dérivée d'ordre n plus 1 de f en c. Et ce dernier terme que j'encadre ici, eh bien quand x tend vers 0, il tend vers 0. Donc on va noter ce reste, parce que vous voyez que la notation ici n'est pas très agréable. Donc ce reste, on va le noter. Alors il y a deux manières de le noter. Soit x puissance n fois epsilon de x, où epsilon de x, c'est la fonction ici que j'ai encadrée, tend vers 0 quand x tend vers 0. Ou alors, et on l'appelle à ce moment-là le reste de Taylor-Young, grand O de x puissance n. Donc grand O de x puissance n, en fait, eh bien, si on divise grand O de x puissance n par x puissance n, on obtient la fonction epsilon de x qui tend vers 0 quand x tend vers 0. D'où la formule de Taylor-Young. Alors, si f est n fois dérivable sur un voisinage de 0, d'accord, sur un intervalle, comme on l'a vu précédemment, 0x, alors elle admet le développement limité en 0 à l'ordre n suivant. Voilà, donc ici vous reconnaissez les deux premiers termes qui sont l'équation de la tangente à la courbe représentant f en 0. Et puis ensuite, plus on ajoute en fait un terme à notre développement limité, meilleure sera l'approximation polynomiale de f au voisinage du point en lequel on effectue notre formule de Taylor-Young. Alors effectivement, ici c'est en 0. Mais en fait, par un changement de variable, vous verrez, on pourra se ramener à un autre point que 0. Voilà, donc comme je vous l'ai expliqué, grand O de x puissance n se lie grand O de x puissance n, est appelé le reste d'ordre n, et c'est une fonction qui vérifie, comme je vous l'ai montré précédemment, la limite quand x tend vers 0 de grand O de x puissance n sur x puissance n, qui est nulle. Voilà. Donc, quelques remarques. Au voisinage de 0, la fonction grand O de x puissance n converge vers 0 plus rapidement que la fonction x puissance n, effectivement, puisque c'est de l'ordre n plus 1, comme on l'a vu précédemment.
Dans ce chapitre, nous n'étudierons que les développements limités en 0, puisque par changement de variable, et on le verra sur des exemples, hein, on peut se ramener à un autre point. Et enfin, d'autres notations existent pour exprimer le reste. Alors moi, j'utiliserai dans ce cours la notation x puissance n fois epsilon de x, ou epsilon de x tend vers 0, quand x tend vers 0, parce que je trouve que c'est plus parlant que grand O de x puissance n. Alors par contre ici, là, il faut lire plutôt en 0, puisque en x0, on aurait grand O de x moins x0 puissance n. Voilà. Alors maintenant, nous allons calculer quelques développements limités d'ordre n en 0 de fonctions usuelles. La première fonction est la fonction exponentielle x. Vous la connaissez bien, vous savez qu'elle est infiniment dérivable sur R, donc forcément, a fortiori, en 0. D'accord? Donc on note que f appartient à l'ensemble grand C puissance l'infini de R, c'est l'ensemble des classes, l'ensemble des fonctions, de classe C puissance infinie, c'est-à-dire qu'elles sont infiniment dérivables, et ici entre parenthèses on écrit l'intervalle en lequel elles sont infiniment dérivables, donc ici c'est R puisqu'il s'agit de la fonction exponentielle. Vous savez aussi que les dérivées successives de f sont toutes égales à elles-mêmes, puisqu'il s'agit de la fonction exponentielle, donc autrement dit à exponentielle de x. Alors, maintenant, nous allons pouvoir appliquer la formule du développement limité d'ordre n en 0. Donc, je vous la rappelle, f de x égale f de 0 plus xf' de 0, c'est facile à retenir, c'est l'équation de la tangente à la courbe en 0. Et ensuite, vous avez x puissance 2 sur factoriel 2 fois la dérivée d'ordre 2, plus x puissance 3 sur factoriel 3 fois la dérivée d'ordre 3 de f en 0, plus, etc., jusqu'au degré n, x puissance n sur factoriel n, fois la dérivée d'ordre n de f en 0, et plus le reste que je vais noter moi dans cette vidéo, x puissance n fois epsilon de x, où epsilon de x tend vers 0, quand x tend vers 0. Alors maintenant, nous allons remplacer les f de 0, f' de 0, f seconde de 0, etc. par par exponentielle de 0, c'est-à-dire par 1. Nous obtenons donc notre premier développement limité d'une fonction usuelle. Donc on peut écrire carrément exponentielle x égale à 1 plus x2 sur factoriel 2, plus x3 sur factoriel 3, plus etc., plus x puissance n sur factoriel de n, et plus le reste d'ordre n. Voilà. Et alors, si vous ne connaissez pas le factoriel, je vous rappelle que factoriel de n, c'est le produit des n premiers entiers naturels. Donc, par exemple, alors oui, c'est quand n est un entier non nul. Hein. Si n égale à 1, factoriel de 1, c'est 1. Si n égale à 2, factoriel de 2, c'est 1 fois 2, c'est 2. Si n égale à 3, c'est 1 fois 2 fois 3, c'est 6, etc., etc. Pour passer de factoriel 3 à factoriel 4, il suffit de multiplier par 4. Donc on obtient 24. Voilà. Et puis par convention, factoriel de 0 est égal à 1. Voilà. Allez, maintenant nous allons regarder graphiquement, comparer la fonction exponentielle et ses développements limités d'ordre 1, 2, 3 et 4. Voici donc sur un même graphe la représentation graphique de la fonction et de ses développements limités. Donc ici, pour le premier, vu qu'il s'agit du développement limité d'ordre 1 en 0, eh bien c'est la tangente que nous avons tracée d'équation 1 plus x, y égale 1 plus x. Et puis le développement limité d'ordre 2 en 0 vous donne ici y égale à 1 plus x2 sur 2. D'accord, l'équation d'une parabole, c'est plus droite forcément parce que c'est le degré 2. Et vous remarquez que l'approximation de la courbe par ce polynôme est meilleure, au voisinage de 0 bien entendu, hein, est meilleure que la précédente. Et donc pareil, dès que l'on augmente le degré du développement limité.
Voilà. Alors, maintenant, nous allons travailler sur la fonction sinus x. Donc, la fonction sinus x, vous savez qu'elle est infiniment dérivable sur R, donc a fortiori au voisinage de 0. Quand je dis au voisinage de 0, c'est dans tout intervalle centré ou pas, d'ailleurs, en 0. Tout intervalle petit, pas forcément, voilà. Ok, pas moins l'infini plus l'infini, par exemple. Donc, alors, f est développable à l'ordre n en 0, oui, car f est de classe infinie sur R. Et donc maintenant, il nous faut calculer les dérivées successives de sinus x. Donc, vous savez que la dérivée de sinus x, c'est cos x. La dérivée d'ordre 2, eh bien, ça va donner moins sinus x. D'ordre 3, ça va donner moins cos x. D'ordre 4, sinus x, etc. Et donc, il nous faudrait une formule générale pour la dérivée d'ordre n, comme on a pu le faire précédemment pour la fonction exponentielle. Oui, mais c'était beaucoup plus simple quand même. Donc ici, il nous faut trouver ce qu'on appelle une conjecture, c'est-à-dire trouver une expression générale pour la dérivée d'ordre n, et puis le démontrer par récurrence. En général, c'est comme ça que ça se passe. Alors, on observe sinus x cos x moins sinus x moins cos x, sinus x, etc. Donc nous allons utiliser une formule trigonométrique, normalement que vous devez connaître, qui permet de relier le sinus au cosinus. Alors pas la fonction sinus, pas la formule sinus carré plus cosinus carré égale à 1, puisqu'ici on n'a pas de carré. Mais regardez, je vous l'avais montré en première année, si je prends ici un angle x et que je lui ajoute l'angle droit pi sur 2, d'accord, j'obtiens x plus pi sur 2 ici. Le cosinus de x, c'est l'abscisse du point M ici. Et si je regarde bien, eh bien, il est égal, je vous laisse le dire, au sinus de l'angle x plus pi sur 2. Voilà comment, rapidement, à l'aide du cercle trigonométrique, on peut retrouver la fameuse formule cosinus x égale à sinus de x plus pi sur 2. Sinon, si vous n'en êtes pas convaincu, puisque c'est vrai que mon schéma il n'est pas beau, on dirait plus un œuf qu'un cercle. Donc si vous n'en êtes pas convaincu, vous pouvez appliquer la formule sinus de a plus b égale à sinus a cos b plus sinus b cos a. Alors voilà, c'est cette formule que nous allons utiliser ici. Donc cos x, c'est sinus de x plus pi sur 2. Maintenant, pour obtenir la dérivée seconde, on dérive et on obtient cosinus de x plus pi sur 2. Et là, on peut appliquer à nouveau la formule trigonométrique. On dit que l'on a le cosinus de x plus pi sur 2 plus pi sur 2. Donc ça fait x plus 2 pi sur 2. D'accord? On dérive à nouveau. Ah, excusez-moi, c'est le sinus. Je voulais écrire le sinus. Voilà. Sinus de x plus pi sur 2 plus pi sur 2. D'accord? Voilà, ici. Donc on dérive à nouveau. Et on obtient donc le cosinus. Donc ça, je ne regarde plus, ce côté, c'est fini. Donc on obtient le cosinus de x plus 2 pi sur 2. On applique à nouveau la formule trigonométrique. On obtient donc le sinus de x plus 2 pi sur 2 plus pi sur 2, c'est-à-dire de x plus 3 pi sur 2. Donc je pense que vous avez compris quelle est la conjecture. La dérivée d'ordre n de f en x, ça va être sinus de x plus n pi sur 2, où n est un entier naturel. Donc cette formule, on peut la démontrer par récurrence. Voilà, d'accord? Donc ici, maintenant, eh bien, on va calculer f de 0, f de 0, d'accord, etc., etc. Donc ici, on va obtenir f de 0, c'est sinus 0, ça fait 0. f' de 0, c'est sinus de pi sur 2, d'accord? Donc ça fait 1. f seconde de 0, ça va donner sinus de pi, ça fait 0, etc., etc. La dérivée d'ordre n de f en 0, c'est donc sinus de n pi sur 2. Voilà, et suivant que n est pair ou impair, on va obtenir 0 ou moins 1 ou 1.
D'accord? Donc ça, on l'a vu en première année. On trouve en fait 0, alors 0, si n est pair, hein, parce que ça va simplifier par le 2 en bas, et donc ça fait du sinus capi. Donc 0, si n égale à 2p, et moins 1 puissance p, si n égale à 2p plus 1. Donc en fait, si on écrit le développement limité de sinus x, alors là je vais mettre sinus x, hein, voilà. Donc on va obtenir, alors f de 0, ben, ça fait 0, f' de 0, ça fait 1, donc ça fait 1 fois x, plus, hein, je vous rappelle la formule en dessous peut-être, f de x égale à f de 0, plus x f' de 0, plus x2 sur factoriel de 2, f second de 0, plus, etc., hein, jusqu'à l'ordre n. Et le reste, x puissance n epsilon de x, ou epsilon de x tend vers 0, quand x tend vers 0. Donc ici, on va obtenir, en fait, tous les termes pairs qui sont nuls. Donc, le x carré sur factoriel 2 fois f seconde de 0 va être nul. Par contre, on va avoir x cube sur factoriel 3 fois la dérivée d'ordre 3. Et la dérivée d'ordre 3, eh bien, c'est sinus 3pi sur 2 qui fait moins 1. Donc ici, on va avoir un moins, un signe moins. D'accord? Et donc, en fait, on obtient ensuite plus, le degré 4 n'existe pas. Le degré 5, eh bien, ça va faire sinus 5pi sur 2. Et ça, c'est plus 1. Donc, on va avoir plus x puissance 5 sur factoriel 5. Ensuite, on va avoir le degré 6 qui est nul, enfin le coefficient du degré 6 qui est nul. Et ensuite, le degré 7, hein, en fait, les signes vont forcément s'alterner jusqu'à la formule générale. Alors, la formule générale, du coup, je ne vais pas l'écrire en n, puisque sinon, je suis obligée de faire plusieurs cas de figure. Donc, je vais écrire, en fait, la formule en remplaçant n par 2p plus 1, pour dire qu'il n'y a que les termes de degrés impairs. Donc, je vais obtenir moins 1 puissance p, puisque sinus de 2p plus 1, pi sur 2, c'est moins 1 puissance p, comme on l'a vu en première année, sur factoriel de 2p plus 1 fois x puissance 2p plus 1, et plus le reste, x de p plus 1 fois epsilon de x. Voilà, donc la fonction sinus x, voilà son développement limité d'ordre 2p plus 1 en 0. Donc on va l'écrire ici au propre, sinus x égale à x moins x3 sur factoriel 3 plus x5 sur factoriel 5 plus etc. moins 1 puissance p, x puissance 2p plus 1 sur factoriel de 2p plus 1 plus le reste d'ordre 2p plus 1. Alors par exemple, si on vous demande le développement limité en 3, en 0, enfin d'ordre 3, pardon, en 0, de la fonction sinus. Eh bien, vous allez écrire sinus x égale x moins x3 sur factoriel 3 qui fait 6, plus le reste, x3 epsilon de x. Si maintenant, on vous demande le développement limité d'ordre 4 en 0 de sinus x, eh bien, vous allez écrire sinus x égale à x moins x3 sur 6, plus 0 fois x4 sur factoriel de 4, et plus le reste, x4, epsilon de x. Alors forcément, ça ne sera pas le même que le précédent. Si vous voulez, le précédent, je vais l'appeler epsilon 1 de x, ou epsilon 1 de x tend vers 0 quand x tend vers 0. Et celui-là, je vais l'appeler epsilon 2 de x pour les distinguer, mais il tend aussi vers 0 quand x tend vers 0, puisque si on prolonge le développement limité, ici, à l'intérieur de ce reste, j'ai quoi? J'ai x puissance 5 sur factoriel 5, moins x puissance 7 sur factoriel 7, etc. Donc je peux bien factoriser par x puissance 4, et j'obtiendrai à ce moment-là x sur factoriel 5 qui tend vers 0, plus x moins x2 sur factoriel 7 qui tend vers 0 aussi, etc. etc. Voilà, donc ne soyez pas étonnés ici de mettre un reste d'ordre 4
avec un développement limité, une partie régulière qui est de degré 3. Alors vous remarquez aussi que la fonction sinus, vous savez que c'est une fonction impaire. C'est-à-dire, sinus de moins x est égal à moins sinus x. D'accord? Donc sinus est une fonction impaire. Eh bien, si vous regardez son développement limité, il ne contient que des puissances impaires. Eh bien oui, c'est normal, puisque moins x puissance 2p plus 1, c'est égal à moins x puissance 2p plus 1. Donc c'est assez logique. Alors maintenant, voici le tableau de développement limité d'ordre n en 0 de fonctions usuelles. Donc nous n'allons pas toutes les démontrer, ce serait beaucoup trop long. Pour le cosinus x, en fait, eh bien, c'est exactement le même travail que pour le sinus x, précédemment vu dans... Et vous remarquez que comme il s'agit d'une fonction paire, eh bien, son développement limité en 0 ne contient que des puissances paires. De même que SHX, c'est le sinus hyperbolique. Alors je vous rappelle peut-être la formule, sinus hyperbolique de x, c'est exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. Donc ça ressemble à la formule de l'aire du sinus, sauf que la formule de l'aire du sinus, c'est avec des complexes. D'accord? Donc vous enlevez tous les i et vous obtenez le sinus hyperbolique. Donc c'est une fonction impaire qui ne contient que des puissances impaires. Et vous remarquez que en fait c'est facile de la retenir parce que par rapport au développement limité du sinus x, en fait il n'y a que des signes plus. Voilà. Alors ensuite pour le cosinus hyperbolique, pareil, le cosinus hyperbolique c'est exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. Vous savez que le cos x, la formule de l'aire, c'est EIX plus E moins IX sur 2. C'est une fonction paire et vous remarquez que on n'a que des plus. ln de 1 plus x, donc eh bien, pour le démontrer, on le verra plutôt dans la vidéo suivante. Donc elle est ni paire ni impaire, donc elle a tous les exposants paires et impairs. Alors, en commentaire, la fonction ln de x n'admet pas de développement limité à 0 vu qu'elle n'est pas définie en 0. 1 plus x puissance alpha, eh bien, ça donne 1 plus alpha fois x plus alpha facteur de alpha moins 1 sur 2 fois x carré, factoriel 2 si vous voulez, plus la formule générale, donc alpha facteur de alpha moins 1 facteur de alpha moins 2 jusqu'à le terme alpha moins n plus 1 sur factoriel n fois x puissance n. Voilà. Alors maintenant, nous allons appliquer certaines de ces formules pour obtenir les développements limités de 1 sur 1 plus x, racine carrée de 1 plus x et 1 sur racine carrée de 1 plus x à l'ordre 3 en 0. Eh bien, vous avez compris, j'imagine que nous allons utiliser la dernière formule. Donc pour 1 sur 1 plus x, on va utiliser alpha égale à moins 1. Enfin, voilà, 1 plus x puissance moins 1. D'accord? Donc alpha égale à moins 1. Donc la formule, je vous rappelle que c'est 1 plus alpha x plus alpha facteur de alpha moins 1 sur factoriel de 2, x puissance 2 plus alpha facteur de alpha moins 1 facteur de alpha moins 2 sur factoriel 3, c'est-à-dire sur 6 x puissance 3, plus le reste d'ordre 3. Donc ici, on remplace tous les alphas par moins 1. Voilà, il s'agit d'une multiplication ici qu'on effectue à chaque fois. On obtient donc le développement limité à l'ordre 3 en 0 de 1 sur 1 plus x. Donc 1 sur 1 plus x. C'est donc égal à 1 moins alpha, moins x, pardon, 1 moins x, plus x2, moins x cube, et plus le reste. Donc je pense que vous comprenez bien que si on veut écrire à l'ordre n, eh bien on va obtenir 1 sur 1 plus x qui est égal à 1 moins x plus x2 plus x moins x3, etc. Donc en fait les signes s'alternent et au dénominateur, en fait on n'a rien, on a 1. Et là, ici, pour le signe, vous remarquez que quand n est pair, c'est plus, et quand n est impair, c'est moins 1. Donc, on va avoir moins 1 puissance n fois x puissance n,
plus le reste d'ordre n. Alors, commentaire sur cette formule, vous devez reconnaître la somme des termes d'une suite géométrique de raison A. Vous avez vu ça en terminale? 1 plus A carré plus A cube, etc. jusqu'à A puissance n. C'est la somme des n plus 1 premiers termes d'une suite de la suite géométrique de raison A. Donc ça donne 1 moins la raison puissance le nombre de termes sur 1 moins la raison. D'accord? Donc en fait, ici, vous allez utiliser ce résultat. Alors ici, A est égal à A moins X. D'accord? Et donc, x est proche de 0, donc x puissance n tend vers 0 quand x tend vers 0. Voilà, donc ça donne 1 sur 1 moins x. Moins x, donc plus x. Voilà, donc vous allez retrouver ce terme, d'accord? Donc ici, on va l'écrire a puissance n plus 1 tend vers 0 quand x tend vers 0. Voilà, donc on obtient le résultat qui est ici. Voilà, d'accord? Donc ça, c'est un résultat de terminale scientifique, hein, plutôt. Alors ensuite, racine carrée de 1 plus x, eh bien on peut dire que c'est 1 plus x à la puissance 1 demi. Donc on applique la formule, donc ça va donner 1 plus 1 demi fois x, plus 1 demi fois moins 1 demi sur factoriel 2 fois x carré, plus 1 demi fois moins 1 demi fois 1 demi moins 2, d'accord? Donc ça fait moins 3 demi sur 6 fois x puissance 3 plus le reste. Voilà, donc ça va donner racine carrée de 1 plus x qui est égal à 1 plus x sur 2. Ici, ça va donner moins 1 huitième de x carré, donc moins x carré sur 8 si vous préférez. Et ici, ça va donc donner, les signes s'alternent, hein, donc plus, le 3 va se simplifier ici avec le 6, hein, donc ça va faire sur 16, hein, x3 sur 16. Voilà, plus le reste. Voilà, et pour finir, 1 sur racine carrée de 1 plus x, donc ce ne sont pas les mêmes restes, hein, ici et là, ce ne sont pas les mêmes restes, hein, mais c'est une fonction en tout cas qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Et pour finir, donc, 1 plus x à la puissance moins 1 demi, qui donne 1 moins 1 demi de x, plus donc 1 demi fois moins 3 demi, sur 2 fois x carré, et plus, donc, alors pourquoi j'ai mis 1 demi là, ici, je voulais mettre moins 1 demi, hein. Donc là, ça va faire moins 1 demi, moins 3 demi, et là, donc on va avoir moins 5 demi, sur 6 fois x cube, plus le reste, qui n'est pas le même, hein, que les précédents, mais qui est une fonction qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Et donc, pour finir le travail, 1 sur racine carrée de x. Ah, donc, pour développement limité à l'ordre 3 en 0, 1 moins x sur 2, plus 3 huitièmes de x carré, moins 15, alors, ouais, non, moins 5 16e, simplifier tant qu'à faire. Voilà, donc 5 16e de x cube plus x cube epsilon de x. Où epsilon de x tend vers 0 quand x tend vers 0. Voilà le résultat. Bien, donc maintenant, la partie 2 concerne la résolution de développement limité en utilisant les opérations addition, produit, division et la dérivation et l'intégration, puisque vous avez ici
votre comment dire, catalogue de développement limité à connaître par cœur, si possible, surtout si vous souhaitez poursuivre en école d'ingénieur. Et à partir de ce catalogue, vous allez pouvoir obtenir le développement limité d'autres fonctions par addition, produit, dérivation, intégration, etc. Voilà, donc suite à la prochaine partie. Au revoir.